Suite, les morts de ma conscience de demain. L'avocat a disparu. Tant qu'il vécut d'une façon normale, avec, en prime, sa célébrité lui frayant le passage vers la prospérité et son bonheur conjugal et paternel le nourrissant de paix et de sérénité, l'avocat évita de se donner en spectacle dans les cercles restreints de la haute bourgeoisie dont il passait pour être l'un des plus beaux fleurons. Il s'habillait avec une élégance discrète, se rasait correctement, conduisait sans vitesse excessive sa voiture sport, s'exprimait dans une langue châtiée et parfois, franchement, imagée. Face aux tiers états, il se permettait de temps en temps ces quelques libertés illicites que procure la possession de l'argent et la détention d'un morceau de pouvoir. L'avocat XAZI était un monsieur, le genre qui, le jour, tenait ostensiblement, bien que courtoisement, les femmes à distance du baise-main, mais qui, la nuit, les adorait littéralement. Le genre qui professait à haute et intelligible voix la bonne morale pour s'occuper, à voix feutrée et dans le secret des bureaux insonorisés, des intérêts des immoraux multimillionnaires. Le genre qui, n'allant pas jusqu'à donner Dieu en référence pour tous les actes de la vie, ne souriait pas quand le prédicateur appelait en chair les foudres de Dieu contre les ennemis. Il savait que la charité est un domaine hiérarchisé de sectaires. Le genre qui, de genre que, qu'avait-il donc fait? Le jour où l'avocat XAZI, revenu d'une mission plutôt que prévue, découvrit sur son lit de fleurons de la haute bourgeoisie un couple entrelacé composé indubitablement de son épouse, mère de ses enfants et de son domestique, smicard ramassé au grand marché de la ville, le monde des certitudes sur lequel reposait le présent et l'avenir de XAZI s'écroula d'un coup. Lui, XAZI, avait été cocu. Derrière ce monde écroulé, l'avocat découvrait soudain une perspective sans fin, où tout était brillamment illuminé, complètement dépouillé, absolument simple. Dans cette perspective, la fangue comme la beauté de l'âme, le présent comme l'avenir, l'homme petit ou le grand citoyen apparaissaient nus, non travestis. Tous les problèmes étaient simples. Il suffisait de leur donner leur véritable dimension humaine. XAZI trouva donc facile de divorcer, facile d'oublier son genre et son nombre social, facile de vivre moins bien que son ancien domestique que sa femme avait préféré. XAZI se condamna à perpétuité à la condition de domestique parce que, estima-t-il, un domestique lui semblait plus près d'une femme, d'un faible, d'une victime de la société qu'un PDG. Or, la profession de XAZI en faisait un défenseur des victimes, des faibles, des opprimés, tous ci-devant débraillés, déshérités, paumés, smicards, soulards d'idéal et de misère, tous combattants de la survie et de leur corps ou de leur esprit, et qui ne demandaient jamais à Dieu qu'une chose, le souffle. XAZI se négligea. C'est un mal en société, fréquenta les bouges, les quartiers malfamés, les pauvres airs, et de ce fait, se fabriqua une nouvelle célébrité aux antipodes de son ancienne réputation. XAZI découvrit qu'on pouvait être militant et militant d'opposition, et cela lui fit du bien. Lui que la rondeur des formes d'antan avait auréolé d'un certain magnétisme, s'alimenta au sandwich et au whisky, ce qui eut pour effet de faire fondre la cellulite de son bide, d'émacier son visage coupe-rosé et de donner à ses membres une nonchalance exaspérante. Dans le temps, il se prénommait Laurent Bernard. On ne le connut plus que sous le sobriquet de XAZI, avocat du quartier Bushman. Alors qu'auparavant, il ne fumait pas, après son aventure, l'avocat abusa de la cigarette et de la pipe, transformant ses dents en touches tartrées d'un vieux piano sale. Et les gens bien se demandèrent si, réellement, c'est ce saltimbanque, cet homologue des gitans qui allait défendre aux Nations Unies contre l'Assemblée générale des États les thèses de l'Association fédérative des groupements d'avocats indépendants, en fait, les citoyens des nations contre les États des nations. Ahuris, les gens bien
s'interrogèrent sur les capacités de ce pestiféré à représenter dignement les hommes de la terre et leur civilisation, à présenter dignement son pays et la bonne société de son pays, donc de tous les pays, au plus grand procès jamais intenté par des individus contre la violation permanente de leurs droits. Le gouvernement de son pays, essentiellement composé de l'élite des gens bien, fit arrêter l'avocat et le fit disparaître, car le gouvernement de son pays ne pouvait tolérer qu'un citoyen dont il avait le contrôle combattît l'État et la communauté des États, émanation la plus élaborée du système d'organisation sociale. XAZI s'était mis 2 fois hors la loi. L'avocat avait pourtant été élu par tous les juristes indépendants du monde sur proposition d'un ordinateur qui avait mâché des centaines de milliers de fiches constituant autant de données de candidats sérieux. Le nom de XAZI était en tête des juristes qui dirigeaient le groupe d'avocats investis de la mission de défendre les droits fondamentaux des individus contre leurs États et le directoire de ces États, le Conseil de sécurité. Mais XAZI n'appartenait plus à aucun pays, à aucune bonne société de gens bien. Il avait tort de s'être mis en dehors de ceux-là qui décident pour une histoire de déboires conjugaux. Il avait eu tort et son pays ne le considérait plus comme un avocat ni comme un citoyen. XAZI avait été purement et simplement rayé du palimpseste des hommes, ceux qui font l'histoire. Ceux-là, l'ordinateur, ne le savait pas.